On se retrouve avec ces deux images majeures. Ça se déroule en ce moment. D'un côté, vous avez les Américains autour d'une table avec les Russes. Les Russes qui ont envoyé un duo de choc de la diplomatie parallèle. Et on apprend au même moment que Poutine se dit prêt à négocier avec Zelensky si nécessaire. Voilà ce qu'assure le Kremlin. Et de l'autre côté de votre écran, vous avez les États-Unis, mais cette fois avec Ursula von der Leyen, donc avec l'Europe. Et l'Europe qui dit vouloir faire une paix juste avec les États-Unis. Qu'est-il en train de se jouer? Qui va réussir à exister? Qui va réussir à s'imposer dans ce qui s'écrit dans une pression maximale pour l'issue de cette guerre en Ukraine? On va en parler avec notre invité que je salue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Aurélien Duchesne, vous êtes consultant géopolitique et défense et auteur de La Russie de Poutine contre l'Occident, la menace russe au-delà de la guerre en Ukraine. C'est aux éditions Erol et il est là, votre livre, il s'est affiché. Pour vous interroger, à mes côtés, Isabelle Gounin que je salue, Nivine Potros que je salue également, Xavier de Giacomoni, je vous salue, et tout pareillement Yael Gauze. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors on va repartir sur cette toute déclaration là que je vois, Poutine prêt à négocier avec Zelensky si nécessaire, assure le Kremlin. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse de texte de ce qui est en train de se dire là, alors que Russie et États-Unis sont autour d'une table en ce moment à Riyad? Là où c'est un changement majeur, c'est que jusqu'ici, Vladimir Poutine a délégitimé Zelensky. C'est-à-dire que premièrement, un des motifs de son invasion en 2022 était de renverser le pouvoir de Zelensky. Et ces derniers mois, Poutine expliquait que le président Zelensky était illégitime, ne serait-ce que par absence d'élection en Ukraine. De l'autre côté, côté ukrainien, les Ukrainiens avaient même fait passer un décret pour refuser de négocier tant que Poutine serait au pouvoir. Aujourd'hui, on a un rapprochement des deux hommes. Une dernière chose, enfin, on rappelle qu'il y a eu de multiples tentatives côté russe d'assassiner le président Zelensky. Donc ces déclarations récentes du Kremlin ne sont pas à prendre à la légère. Alors je voudrais vous donner une autre déclaration qui tombe en ce moment du Kremlin, qui reconnaît le droit de l'Ukraine à rejoindre l'UE, mais pas l'OTAN. Accélérer l'adhésion à l'Ukraine et à l'UE, est-ce que c'est une alternative envisageable ? Alors une première précision. S'il n'y a pas d'entrée dans l'OTAN. Une première précision, c'est que le même Vladimir Poutine avait dit en 2002 qu'il n'y avait aucun problème à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. La tendance à l'oublier parce que 20 ans après, on nous explique que c'est l'extension de l'OTAN qui aurait provoqué Poutine et qui aurait rendu la guerre inévitable, en partie de notre faute. Le deuxième aspect, c'est que là où c'est important, c'est que c'est un premier pas potentiellement pour mettre non pas de l'eau dans le vin, mais de l'eau dans la vodka, on va dire, de la diplomatie russe, qui est que l'OTAN, ce serait absolument non, ce serait une ligne rouge. Et le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a dit qu'il était probablement exclu que l'Ukraine rejoigne un jour l'OTAN. Or, l'Union européenne, si l'Ukraine devait rejoindre l'Union européenne, ça reste une alliance militaire. Pour terminer là-dessus, il y a dans l'Union européenne l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, qui est aussi une clause de défense mutuelle. Ça voudrait donc dire que si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, il y aurait, d'après les traités, une garantie de sécurité, mais là ce serait à nous, et non pas aux États-Unis, d'assurer la défense de l'Ukraine. À travers ces deux déclarations, et je viens vers vous Xavier, je vous vois juste après, ces deux déclarations qui viennent de tomber du Kremlin. D'un côté, on est prêt à parler avec Zelensky si nécessaire. De l'autre, pourquoi pas l'UE, pas l'OTAN, mais pourquoi pas l'UE? Est-ce que c'est le Kremlin qui, en direct, est en train de lâcher du lest dans le cadre de cette négociation en cours pour essayer d'obtenir un peu plus les faveurs de Trump et de tomber d'accord dans les prochaines heures? Sans doute, car ce qui a beaucoup été reproché à Donald Trump lui-même côté américain, c'était le fait que ces derniers jours, l'administration Trump ait lâché du lest, comme vous le dites, aux Russes. Par exemple, avec les déclarations sur le fait de repousser, voire mettre fin à la perspective d'adhésion ukrainienne à l'OTAN, avec l'idée, enfin, que tout le territoire ukrainien ne serait pas recouvré par les forces ukrainiennes. Là, désormais, le fait que les Russes avancent, c'est sans doute une manière de ne pas braquer Trump, car on sait qu'un des objectifs pour Poutine n'est de ne pas perdre la confiance d'un Trump qui, lui, est dans l'idée d'un deal réciproque. Oui, Xavier. Oui, l'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne, ça lui coûte strictement rien, Vladimir Poutine. On peut prendre un exemple, celui de la Géorgie. On a un pays où 80%, c'est énorme, de la population veut adhérer à l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il se retrouve avec un gouvernement pro-russe qui fera tout pour freiner totalement cette adhésion à l'Union européenne, notamment en faisant adopter des lois qui ressemblent aux lois russes et qui ne permettent pas l'adhésion. Donc, il lâche du lest là-dessus, mais dans quelques mois, dans quelques années, il pourra y revenir sans aucun problème. Surtout si on se retrouvait, ce qui est la volonté du Kremlin, avec un gouvernement, un président ukrainien qui soit très proche des intérêts de la Russie. Donc potentiellement des gages à pas cher, hein, pour résumer ça de manière très, très simpliste. Et est-ce que de son côté, du côté de Trump, vous voyez encore aussi un Trump qui lâche du lest également? Quand on voit, selon le Financial Times, que Trump pourrait accepter l'idée d'un retrait des forces de l'OTAN qui sont présentes dans les pays baltes pour obtenir
obtenir justement un deal avec Poutine. Ça, ce sont les gages américains en ce moment autour de la table ? Ce serait accéder à une des demandes principales de Poutine depuis désormais 10 ans, depuis l'annexion de la Crimée, qui est de vouloir quelque part revenir à l'équilibre des forces qui était antérieur à la fin de la guerre froide. L'idée est par exemple de retirer toutes les forces américaines des pays qui avaient autrefois fait partie de l'URSS, voire de l'Empire russe. Et évidemment, pour en avoir encore parlé hier avec des Estoniens, c'est une douche froide. Parce qu'eux considèrent que leur garantie de sécurité numéro 1, c'est la présence américaine. Mais quel autre pays, par exemple, a des troupes en ce moment en Estonie ? C'est la France. Ça voudrait donc dire que si Trump accède à cette demande de Poutine, ce serait donc non seulement une brèche énorme dans la confiance transatlantique, et ce serait aux Français, aux Britanniques, aux Allemands, par exemple, de reprendre le lead sur le dossier. Et alors justement, on en est capable de reprendre le lead sur le dossier parce que c'est tout le cœur de la discussion. On a l'impression que nous, si les États-Unis se retirent comme ça avec leurs troupes, on est un peu tout nus. C'est la réalité ? Absolument, il y aurait... Si des dizaines de milliers de soldats américains se retirent d'Europe centrale et orientale, la France, par exemple, notre livre blanc, notre contrat stratégique prévoit qu'on déploie en Europe de l'Est une division à 2 brigades, c'est-à-dire 12-13 000 hommes avec des moyens afférents. La France est déjà très engagée, par exemple, dans ce qu'on appelle la police du ciel, pour intercepter, par exemple, les violations de l'espace aérien par les Russes. Mais évidemment, nos moyens sont limités. Au Royaume-Uni, en ce moment, vous avez tout un débat sur le fait que l'armée britannique est au plus bas niveau de toute son histoire et peine à recruter. Mais pour autant, les Britanniques font partie des plus partants pour essayer d'envoyer des troupes. Donc visiblement, c'est pas la donnée la plus importante dans l'algorithme, c'est la conviction qui l'emporte sur les moyens dans certains pays. Absolument. Par exemple, l'opinion britannique soutient très majoritairement l'idée de déployer des forces, alors non pas pendant le conflit, mais après le conflit, alors que de l'autre côté, en Allemagne, où il y aura les élections ce dimanche, Olaf Scholz, par exemple, prend à témoin toute une partie de l'opinion qui craint une guerre mondiale si on commence à parler de troupes en Ukraine. Vous voyez la carte qu'on a affichée, favorable et opposée. On est complètement divisé, même à l'issue de cette réunion qui a été présentée comme cruciale hier entre Européens. In fine, je disais, est-ce qu'on est nus si les Américains enlèvent leurs troupes face à la Russie ? On continuera d'être nus au regard de cette carte. En réalité, on n'aura pas la solution, on ne la trouvera pas. Est-ce que vous êtes défaitiste en la matière ? Alors, pas défaitiste si on prend le cas de la Pologne. Par exemple, la Pologne est en train de bâtir la première armée d'Europe en termes d'effectifs et de matériel. Ils le font, pour en avoir parlé à Varsovie en décembre longuement. C'était l'idée que, dans le scénario du pire, d'un désengagement progressif des Américains, il ne fallait pas se retrouver justement à nu. Dans l'idée que ce serait, par exemple, aux Européens, à minima, de dissuader à eux seuls la Russie. Et quand on prend le cas d'un pays comme l'Allemagne, tous les débats pour l'Allemagne, par exemple, c'est de savoir si demain, ils sont capables, eux, de mettre, par exemple, 4000 soldats en Lituanie, là encore, pour que l'Europe, à elle seule, puisse non seulement dissuader une agression russe, dans le meilleur des cas, mais aussi et surtout, dans une logique transactionnelle, montrer aux États-Unis qu'on est prêt à prendre notre part du fardeau pour garantir la protection américaine. Au fond, qu'on passe à la caisse pour être sûr que les Américains ne nous lâchent pas. On parle beaucoup de passer à la caisse depuis que Trump est à la tête des États-Unis. Allez-y, Yael Gauze. Qu'est-ce que ça cache, Aurélien Duchesne, cet empressement de Poutine à dire « je suis prêt à négocier, à lâcher du lest vis-à-vis de Zelensky », à parler directement avec lui. Nicolas Tenzer, qui était à votre place il y a quelques jours ici, nous disait, en fait, si on tenait l'effort de guerre aujourd'hui 3 ans, 4 ans avec une ligne figée, l'économie russe s'effondrerait et Poutine serait obligé d'encaisser une défaite. C'est inespéré pour lui ce calendrier finalement. Trump le sauve au bon moment. Il y a énormément de ça. Sur le premier aspect, il y a sans doute un aspect psychologique chez Poutine. C'est qu'il avait remarqué dans son premier mandat, par exemple, qu'il lui était facile de braquer Trump. Il y a sans doute l'idée que si lui ne donne pas des concessions dans les semaines qui viennent, Trump pourrait complètement changer d'avis, comme ça a été le cas dans sa diplomatie pendant ce premier mandat. Et donc il y a l'idée de pouvoir donner assez rapidement, de ne pas perdre le momentum diplomatique. Et sur le deuxième aspect, celui de l'économie, il y a au fond 2 chiffres qui donnent raison à Nicolas Tenzer, qui fait quand même pas partie des naïfs. Depuis des années, c'était un des rares à avoir vu ce qui allait se passer avec la Russie. 2 chiffres qui montrent qu'effectivement l'économie de guerre russe patine. On a un taux directeur qui sera à la fin de l'année 10 fois plus élevé que celui de la Banque Centrale Européenne, mais une inflation qui est 5 fois plus élevée qu'en Europe. C'est intenable à horizon 2 ou 3 ans. Et ce que veulent surtout les Russes maintenant, c'est finalement la fin du gel des avoirs. C'est ça qu'ils attendent.
Oui, et même sans doute, et c'est la presse américaine qui en parle, l'idée par exemple que Trump lui-même puisse prendre en otage les Européens dans une guerre commerciale pour lever des sanctions contre la Russie. D'un côté, Trump temporise en parlant par exemple de toucher le Kremlin au porte-monnaie sur le prix des hydrocarbures, et c'est l'un des enjeux peut-être qui seront débattus en Arabie Saoudite. Mais de l'autre côté, sur la question par exemple des avoirs gelés, il y a un débat en Europe, c'est aujourd'hui on utilise le produit, c'est-à-dire ce que génèrent les actifs gelés des Russes. La question, c'est est-ce que maintenant, on se pose une question juridique et on utilise carrément tous les avoirs gelés, on parle de 200 milliards d'euros au minimum, pour financer la reconstruction ou l'armement de l'Ukraine. Et donc vous dites que Poutine a en tête que Trump peut se retourner à tout moment contre lui. Donc ça veut dire que Poutine craint quelqu'un et qu'il craint Trump en l'occurrence aujourd'hui ? C'est ce que Trump lui-même avait dit quand il expliquait que l'invasion de l'Ukraine n'avait pas eu lieu sous son mandat mais sous celui de Biden. Il disait, c'est bien la preuve, en gros, que Poutine me craint moi. Ce que Trump peut craindre chez Poutine, c'est justement sa versatilité. On parle quand même d'un président qui, pour rappel, septembre 2017, à la tribune de l'ONU, veut atomiser la Corée du Nord. Il parle de feu et de fureur. Quelques mois après, Kim Jong-un est son meilleur ami et il est le premier président américain à lui serrer la main. Poutine est instruit de ce précédent et peut craindre que s'il ne donne pas des concessions rapidement et que Trump passe un peu pour le dindon de la farce, Trump puisse par exemple mettre à menace ses exécutions de sanctions massives sur les hydrocarbures. Et là, l'effort de guerre russe, en un an, se serait plié avec les ressources budgétaires du pays. Xavier ? Les informations arrivent depuis Riyad assez rapidement. On voit que les Russes veulent aller vite. Et la première info qu'on a eue ce matin, c'est que Moscou s'attendait à ce que les relations commerciales repartent au plus vite d'ici 2-3 mois, sous-entendu lever des sanctions. Ça peut aller aussi vite que ça ? 2-3 mois, probablement pas, notamment parce que c'est ce que demandent les Russes. Au niveau du Congrès, par exemple, vous gardez, ou même surtout au niveau du Sénat, vous gardez au Parti républicain des gens qui seraient assez opposés à une normalisation, un retour au business as usual avec la Russie. Le deuxième aspect sur les relations économiques, c'est que quand vous regardez dans la délégation, il y avait un nom qui était ressorti côté russe, Kirill Dmitriev. Lui, par exemple, très intéressant, c'est un des patrons d'un des principaux fonds souverains en Russie. Et lui représente sans doute, dans ces échanges russo-américains, la rationalité économique. Avec le côté américain, pour terminer là-dessus, une idée en tête, c'est que s'il lève des sanctions contre la Russie et qu'il redémarre les relations commerciales, alors non seulement c'est un coup de pression sur nous, sur les Européens, mais surtout, il y a l'idée de ramener la Russie vers les États-Unis pour la détacher de la Chine. Alors, autre question. En fait, non, plutôt si on se résume. Si on devait se résumer, exercice de synthèse, quel accord, là, en ce moment, pourrait être en train de se dessiner à Riyad entre Russes et Américains ? Alors, si on en croit la porte-parole du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères américain, il ne s'agirait pas vraiment d'un accord, mais déjà de relancer les relations russo-américaines. C'est un accord en soi, ça voudrait dire qu'après 3 ans de guerre à grande échelle, on aurait un retour à la case départ entre la Russie et les États-Unis. Et rien que pour Poutine, c'est une victoire politique énorme. Ça veut dire qu'il revient dans le jeu et qu'il n'est plus un paria. L'accord qui pourrait commencer à prendre forme, ce serait, par exemple, de savoir est-ce qu'on met les Européens dans le jeu ou pas. Keith Kellogg, qui en ce moment, vous l'avez dit, avec Ursula von der Leyen, avait dit il y a quelques jours quelque chose qui en gros excluait d'office les Européens de la table des négociations. Mais si on n'est pas à la table, nous, des négociations, ça veut dire qu'on est au menu. Peut-être que l'accord débouchera sur la question de savoir si les Européens, on voit au chapitre, ou si ça se joue par-dessus nos têtes entre Moscou et Washington. Yael Gauze ? Et ça paraît fou, l'accélération du temps diplomatique, de ce momentum dont vous parlez. Il y a encore 2 ans, on pensait aux victimes de Boutcha. Ouais. C'est vertigineux. Poutine ne risque rien. La CPI, la justice internationale, tout ça tranquille, normalisation, as usual. Une preuve que c'est en train d'arriver, c'est que si on parle du pays qui accueille les auspices, l'Arabie Saoudite, Biden avait dit que le prince bin Salman qu'il allait en faire un paria international du fait du meurtre de votre confrère Jamal Khashoggi en 2018. Bon, maintenant, c'est le pays qui accueille le renouveau des relations russo-américaines. Pourquoi, d'ailleurs ? Pour l'Arabie Saoudite a un double avantage. Le premier, c'est qu'elle parle un peu à tout le monde. C'est un allié des Américains depuis les années 50.
au sens militaire du terme. De l'autre côté, et ça a été un allié très important des États-Unis pour l'effondrement de l'URSS parce que les Saoudiens avaient contribué à faire baisser le prix du pétrole, donc à tuer la poule aux œufs d'or côté soviétique. De l'autre côté, les Saoudiens refusent d'accéder sur ce même dossier aux demandes des Américains de baisser le prix du pétrole. Ça avantage évidemment les Russes. Et le dernier aspect, enfin, c'est que les Saoudiens ont envoyé des centaines de millions de dollars d'aide à l'Ukraine, ont voté à l'ONU pour reconnaître l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au fond, il parle à tout le monde. C'est parfait pour un échange à trois. Sans s'associer aux sanctions contre les Russes. Ça, c'est vrai. Et puis, ils ne sont pas signataires du traité de Rome qui institue la CPI. Oui. Donc Poutine ne sera pas arrêté. Poutine ne peut pas être arrêté à Riyad. Oui, alors surtout que Donald Trump aussi, il est très attiré effectivement par l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite s'est engagée à signer pas mal de contrats justement sur le sol américain. Il y en aurait quand même pour 600 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et l'Arabie Saoudite, elle aussi, elle a besoin aujourd'hui d'investissement. Elle a surtout besoin finalement de transfert de compétences. Le pays est en train de changer radicalement. Absolument. Il y a des infrastructures partout, il y a des routes, il y a des projets énormes qui sont en train de voir le jour. Sur un plan touristique, ils ont mis en place, donc ils ont redécouvert ces vestiges à Aloula. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce site touristique qui veut devenir véritablement concurrent de Petra. Donc en disant, regardez, vous connaissez tout partout dans le monde, et bien il y a un site que vous ne connaissez pas encore, et bien c'est en Arabie Saoudite, il faut y aller. Donc on voit bien, là le pays, il y a 30% aujourd'hui, 70% de Saoudiens qui ont moins de 30 ans. Donc c'est une population très jeune. Et effectivement, là, le pays veut vraiment aller de l'avant. Est-ce merci beaucoup Isabelle pour la précision. Est-ce qu'entre les États-Unis et nous, l'Europe, c'est la rupture? Est-ce que c'est la fracture, la rupture qui est en train de s'écrire également? Ce n'est pas une rupture, mais une redéfinition du rapport de force. Quand vous prenez, par exemple, ce que dit J.D. Vance à Munich, ou quand vous regardez surtout ce qu'il disait à l'été 2024, il ne s'agit pas d'un divorce entre eux et nous, mais d'une logique transactionnelle. C'est-à-dire que l'alliance entre nous et eux ne va plus de fait, qu'elle est conditionnée au fait encore une fois, qu'on passe à la caisse, qu'on commence à payer la facture, même si un pays comme la France, par exemple, n'a pas de leçons à recevoir, vu que nous, on est presque totalement indépendants. Le deuxième aspect de ce rééquilibrage, c'est qu'on a une alliance, l'OTAN, qui est en train de ressembler, si vous me pardonnez la comparaison, de plus en plus à ce qu'on avait avec l'URSS dans le pacte de Varsovie. Une superpuissance qui va imposer sa volonté aux autres. Si demain les Américains veulent nous dire, par exemple, qu'ils conditionnent la présence de troupes, par exemple en Pologne, au fait d'acheter encore plus d'avions F-35 ou de chars Abrams au détriment de notre industrie, ils vont le faire. C'est ça tout l'enjeu. C'est pas une rupture, c'est un passage d'une logique d'alliance à une logique de contrat. Je voudrais, si ça ne vous dérange pas, mais qu'on reparte un peu sur le terrain, voir ce qui se passe en réalité sur le terrain avec la guerre qui se poursuit, au-delà de la diplomatie. Voici maintenant un document TF1 LCI qui montre l'âpreté du terrain pour l'armée ukrainienne en ce moment. Notre équipe a pu suivre l'entraînement de fantassins d'une brigade de défense territoriale. Quand ils ne sont pas sur le champ de bataille d'Oulaïpolé, une ville où on ne peut plus aller tellement elle subit de frappes actuellement, ces hommes font des exercices à balles réelles afin d'acquérir de vrais réflexes car la majorité sont des appelés. Reportage de Marianne Kotonov, Vincent Wartner et Even Semekin. Quand ils ne sont pas sur le front, les hommes du 67e bataillon de la 102e brigade d'infanterie sont ici. À seulement 5 km du front, ce terrain vague se transforme en un camp d'entraînement. Je pense qu'on doit s'entraîner constamment, aussi souvent que possible, parce que le plus préparés nous sommes, le plus de chances nous avons de repousser l'ennemi. Qu'importe que ces soldats soient expérimentés ou novices, qu'ils combattent les forces russes tous les jours, ici, on répète encore et encore les mêmes gestes, on travaille les mêmes réflexes. Sur le champ de bataille, pas le temps de réfléchir. Dans une situation critique, votre cerveau sait comment traiter l'information. Vos mains savent quoi faire, comment utiliser un fusil, ou courir, comment se déplacer pour être aussi opérationnel que possible. Celui que j'ai contrôlé se lève et met le garrot en position de combat. Et ça commence avec le rappel des premiers secours en cas de blessure au combat. Tout est passé au crible pour que ces gestes deviennent automatiques et précis. Chaque minute compte. La chose la plus importante est de placer le garrot correctement et de manière efficace, parce que leur vie dépend de la façon dont ils veulent utiliser le garrot. Les soldats le savent, parfois l'adrénaline peut brouiller le jugement. Pendant le combat, vous pouvez oublier ce qui se passe.
Et quand on s'entraîne, ça reste dans notre tête, dans notre subconscient. Alors c'est plus facile. Plus de pratique paie. Vraiment, ça marche. Pour recréer les conditions des combats, ces entraînements se font à balles réelles. C'est ici aussi que les différentes stratégies de l'infanterie sont étudiées. Aujourd'hui, nous avons eu un entraînement tactique de tir avec un certain scénario de retraite vers des positions de réserve, de regroupement, avec des forces de soutien. Nous travaillons avec une formation d'ingénieur et un médecin tactique. Motiver les troupes, leur rappeler sans cesse pourquoi ils se battent et à quoi sert tout ça. Je dis toujours à mes gars durant l'entraînement, nous devons être plus rapides, plus agiles et mieux entraînés que notre ennemi. C'est seulement comme ça qu'on sera capable de mener notre pays à la victoire. Ici, les soldats peuvent aussi exprimer leurs doutes, poser des questions. Ils sont là pour apprendre, devenir meilleurs, mais aussi partager leur expérience avec des camarades moins expérimentés. Notre règle principale, il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions qui vous inquiètent signifient qu'elles vous inquiètent. Vous aurez une réponse. Dans ce bataillon, peu de jeunes recrues. La plupart ont été appelés et beaucoup ont la cinquantaine, voire plus. L'Ukraine peine à mobiliser sa jeunesse. On attend les jeunes bien sûr, mais on est content pour tout le monde. Au loin, des détonations, l'explosion d'une bombe volante rappellent aux hommes du 77e bataillon la réalité de la guerre. Merci à nos équipes sur le terrain. Merci à vous, Aurélien Duchesne. Votre livre « La Russie de Poutine contre l'Occident, la menace russe au-delà de la guerre en Ukraine ». Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et restez avec nous dans un instant, l'image à ne pas rater et l'heure des chroniqueurs.